Bon retour les amis devant la bibliothèque la plus connue de YouTube. Quoi? Quoi la grosse tête? Bah non, c'est vrai, cette bibliothèque-là, tout le monde veut tourner devant. D'ailleurs, si vous voulez venir tourner devant Verisme TV en qualité, je sais pas moi, d'auteur de livres, de témoignages de la loi de l'Hormèse, de quoi que ce soit, ben envoyez-moi un petit mail et je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous inviter ici, dans les studios de Verisme TV. Ça sera un grand plaisir. Trêve de blabla, aujourd'hui on s'attaque à la troisième partie de toute la série de vidéos qu'on fait sur la cellule. Et il est temps de se concentrer sur le transport, comment font les nutriments, l'oxygène, etc. pour rentrer à l'intérieur même de la cellule. Il y a deux types de transport, grosso modo, le transport qui est dit actif, actif parce qu'il requiert de l'énergie, il requiert de l'ATP. Et aujourd'hui on va commencer avec le transport passif, c'est-à-dire un transport de molécules vers l'intérieur de la cellule qui ne requiert pas d'énergie, qui ne requiert pas d'ATP. Donc, pour vous resituer le tableau, le tableau c'est Jean-Louis déjà. Non, je rigole. Ouais, le tableau c'est Jean-Louis, au cas où il y a des gens qui ne le connaissent pas. Jean-Louis, les gens, Jean-Louis, les gens, Jean-Louis. Sur notre Jean-Louis habituel, on a le sang qui est ici en rouge, en haut et en bas. Et en fait, le liquide interstitiel qui est écrit en bleu ici, le liquide interstitiel, c'est donc le liquide intermédiaire dans lequel baignent nos cellules. C'est important de comprendre ça. Généralement, les gens confondent et pensent que les cellules sont directement dans le sang. Non, il y a une espèce d'espace tampon. Hein. Les cellules baignent dans le liquide interstitiel et c'est à partir de ce liquide-là qu'elles vont piocher leurs bons nutriments. Donc les nutriments se trimballent dans le sang, il faut qu'ils passent dans le liquide interstitiel, puis dans la cellule. Ben, comment ils font? Alors, on va s'intéresser à deux types de transports aujourd'hui, deux façons de rentrer dans la cellule dans notre transport passif. Le transport passif comporte la diffusion et l'osmose. Et à l'intérieur de ces deux grandes catégories, on va encore expliciter plusieurs choses. Tout d'abord, la diffusion qui est dite simple et la diffusion qui est dite facilitée. Alors simple, ça veut dire que les molécules qui vont rentrer dans la cellule vont passer la double membrane qu'on a vue dans les cellules précédentes, de manière simple donc, en faisant fi de cette double membrane, donc cette bicouche lipidique, comme elle est constituée de lipides, à proprement parler, on comprend bien qu'il risque d'y avoir des problèmes pour la passer, donc pour rentrer à l'intérieur de la cellule, qu'elle va constituer une certaine forme de barrière, et à la fin de pénétrer dans cette cellule et de pénétrer à l'intérieur de la membrane, de passer outre la membrane, il faut que les molécules soient suffisamment petites, donc l'oxygène et le CO2, le dioxyde de carbone, sont constamment échangés entre l'intérieur de la cellule et le milieu, le liquide interstitiel, l'extérieur de la cellule, parce que ce sont des molécules suffisamment petites, elles peuvent diffuser simplement à travers la membrane, et fort heureusement que ça ne nous demande pas de l'énergie de faire ça, parce que les cellules sont constamment en train de respirer. Et de rejeter, donc respirer, inspirer de l'oxygène, rejeter du CO2, comme nous à notre échelle. Puisque c'est une double membrane constituée de lipides, comme on l'a vu, c'est sûr que tous les molécules de base grasse vont pouvoir diffuser simplement à l'intérieur sans problème. On a donc les vitamines liposolubles, la vitamine A, D, E et K, les lipides en tant que tels, les hormones stéroïdiennes, donc, qui sont faites à partir du cholestérol. Si vous vous souvenez du système endocrinien, on a donc le cortisol, on a donc les stéroïdes, donc progestérone, œstrogène, testostérone, l'aldostérone, etc. Donc les hormones qui sont sur base grasse, mais aussi les hormones thyroïdiennes. C'est là la spécificité des hormones thyroïdiennes, c'est que non seulement elles parlent, donc T3 et T4, les hormones T3 et T4, parlent à l'entièreté plus ou moins du corps, là où d'autres hormones ont vraiment des cibles. Elles délivrent leur message à des cellules cibles. Les hormones thyroïdiennes s'adressent, comme elles gèrent le métabolisme, elles s'adressent à l'entièreté des cellules qui sont dans le corps et sont en plus diffusent simplement à travers la membrane cellulaire. Il y a aussi l'alcool.
et oui, et certains ions, donc voilà, qui peuvent diffuser simplement à travers la cellule. Et puis on a là donc le côté facilité. Alors facilité parce que les molécules vont se servir soit de transporteurs, des perméases, donc vous savez ce sont les protéines transmembranaires qu'on a vues dans la vidéo précédente. Perméase, tout ce qui finit en ase, vous savez, c'est des enzymes. Donc ces enzymes-là, comme on peut le voir sur le schéma de Jean-Louis, on a du glucose ou on a des ions qui vont se fixer sur une perméase et qui va incorporer cette molécule, ça va lui faire changer de forme et s'ouvrir de l'autre côté pour rentrer à l'intérieur de la cellule. Donc cette molécule qui ne pouvait pas passer la double membrane, grâce au transporteur, à ces protéines transmembranaires, elle peut rentrer à l'intérieur de la cellule. D'un autre côté, on a des canaux qui sont, eux, sélectifs ou passifs. Alors sélectifs, vous savez, je vous en parle souvent au niveau des neurones, pour l'entrée par exemple du calcium. Voilà, les canaux à calcium, canaux voltage dépendants au bout du neurone, eh ben, c'est le voltage qui va activer ou pas les canaux à calcium. Et ces canaux-là vont être vraiment sélectifs uniquement pour le calcium, ils vont uniquement laisser rentrer le calcium, et ça dépend pour le neurone du voltage, du courant électrique, et je répète assez souvent que c'est pour ça qu'on comprend bien que toutes les ondes qui nous entourent peuvent impacter énormément notre santé, notre biochimie, à l'échelle même de la cellule, puisque ces canaux-là vont par exemple dépendre des champs scalaires, c'est-à-dire des champs électromagnétiques qui sont au niveau de vos neurones, de vos cellules. Donc il y a des canaux qui sont sélectifs aussi à ions. C'est donc ces transporteurs qui sont sensibles, comme on a vu dans le système endocrinien, dans toutes les séries du système endocrinien, quand je vous parle souvent des hormones de l'insuline par exemple. Ces transporteurs-là, ils vont avoir comme spécificité de répondre en fait aux messages qui vont arriver, qui vont leur dire de s'ouvrir au glucose. Par exemple, c'est le rôle de l'insuline. L'insuline, comme tel un messager, telle une lettre qui est donnée à la cellule, va dire à ces portes d'entrée finalement, à ces transporteurs, eh ben, de s'occuper de faire rentrer du glucose dans la cellule. Voilà, il y a tous les autres messagers qu'on connaît dans le système endocrinien, dans le système hormonal, jouent sur ça. Donc l'entrée par exemple, du glucose, mais aussi d'autres ions, va dépendre du nombre de transporteurs, va dépendre de la sensibilité des récepteurs à telle ou telle hormone, ou de justement, quand on dit que certaines cellules deviennent résistantes à certaines hormones, notamment dans le cas du diabète, c'est que la cellule en tant que telle ne veut plus recevoir de messages, peut-être parce que elle est gorgée déjà de glucose et elle dit non, 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 ça suffit, on veut plus de sucre à l'intérieur de la cellule, ça devient dangereux, donc elle ferme la réception à l'insuline. Donc là, les transporteurs ne jouent plus leur rôle, ou sinon le courant atteint son maximum, c'est-à-dire qu'au maximum, il y a 10 000 molécules de glucose qui peuvent rentrer à l'intérieur d'une cellule, mais ça, c'est vraiment un maximum. Et si vous consommez des produits très transformés, très riches en sucre, vous allez très vite atteindre un seuil. Il y a plein de processus métaboliques qui vont essayer de court-circuiter si ils voient que le rythme d'arrivée de glucose dans le sang est trop élevé. Voilà, donc c'est quelque chose qui est réglable. Okay, là où la diffusion simple, qui ne passe pas par transporteur, il n'y a pas de réglage possible. C'est on ou off. Ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Là, comme on a, par exemple, des canaux sélectifs ou d'autres transporteurs qui réagissent par rapport aux hormones, les canaux, comme je vous l'ai dit, ils répondent, s'ils sont sélectifs, c'est qu'ils répondent aussi à des stimuli comme le voltage pour la rentrée du calcium, eh ben on comprend bien que on va pouvoir régler ce qui rentre, ce qui sort, contrairement à la diffusion simple qui se fait sans réglage possible. Et puis, on a une autre sorte d'échange qui est très très important, qui est l'osmose. Alors l'osmose, ça concerne le solvant
qui est le solvant du vivant, hein, généralement c'est l'eau. Le solvant, vous savez, c'est quand on considère un mélange qu'on dit être une solution. Dans une solution, il y a un solvant qui est celui qui englobe tout. Et puis à l'intérieur de ce solvant, il y a des solutés. Et les solutés, c'est donc les ions, par exemple le NaCl, peu importe, il y a des solutés qui sont dans cette solution. Notre solvant, donc l'eau, hein, va pénétrer dans la cellule par des canaux qu'on appelle les aquaporines. Et en fait, ça va toujours aller comme pour les autres, comme pour la diffusion tout à l'heure. C'est toujours le gradient de concentration qui fait bouger, qui crée le mouvement. Le gradient de concentration, ça veut dire que les molécules vont toujours se déplacer du milieu où elles sont le plus concentrées vers le milieu où elles sont le moins concentrées, tout simplement. Donc si vous avez beaucoup de glucose dans le milieu interstitiel, il va se déplacer pour rétablir en fait les équilibres, la fameuse homéostasie, vers l'intérieur de la cellule. Il en est de même pour le solvant, l'eau, et les solutés qui sont dans cette eau-là. Ce qui est important à retenir, c'est que les cellules, le vivant, réfléchit toujours en termes de pourcentage. Il ne réfléchit pas en termes de quantité. Il ne sait pas ce que c'est 10 grammes, 20 grammes, etc. Par contre, il sait les proportions relatives, les équilibres à maintenir. Et si tout d'un coup, là où vous savez très bien que comme on utilise le plasma de Quinton, notre plasma sanguin est relativement salé, une forte salinité, c'est pour lui essentiel de garder ce taux de sel, par exemple, hein, mais le taux de calcium aussi, à des équilibres qui sont fixés dans le vivant pour que votre corps et le vivant puissent continuer à perdurer. Et donc, s'il y a des changements là-dedans, ou à l'intérieur de la cellule, ça va faire bouger, ça va faire rentrer l'eau, ou ça va faire rentrer des solutés. Mais il va y avoir du mouvement, et c'est ce mouvement interactif, ce qui nous différencie en fait des systèmes fermés. Les systèmes fermés, ce sont des systèmes où il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur, où il n'y a pas de rentrée d'autres molécules. Par exemple, c'est deux éprouvettes qui seraient reliées entre elles. Ça, c'est un système fermé. Les deux éprouvettes sont fermées. Encore que la lumière, certaines choses peuvent interagir avec les milieux qui sont dans les éprouvettes, mais il n'y a presque aucune interaction avec l'extérieur. Nous, c'est complètement le contraire. On est en interaction constante avec l'extérieur, donc tout ça, ça fluctue constamment, et il faut que l'eau diffuse vers l'intérieur de la cellule, non seulement pour rééquilibrer le pourcentage, les quantités de solutés, par exemple le NaCl, le chlorure de sodium, ou parce qu'il y a un changement de pression osmotique par rapport à la pression hydrostatique, c'est-à-dire les solutés et l'eau qui rentrent à l'intérieur de la cellule exercent une certaine forme de pression sur les parois de la cellule, sur la bicouche de la membrane, mais il y a aussi une pression qui est faite par l'eau de l'extérieur. Et c'est ce différentiel-là aussi de pression va faire rentrer de l'eau ou sortir de l'eau. C'est exactement pareil quand on a fait tout le système respiratoire, les vidéos sur la respiration, et que je vous ai dit, c'est un vide partiel que l'on crée dans les poumons qui fait rentrer l'air. Hein, c'est quand on inspire qu'on crée le vide partiel, et donc il y a un gradient de pression, c'est-à-dire il y a une pression atmosphérique qui est différente de la pression à l'intérieur de vos poumons, et c'est ça qui va faire s'engouffrer l'air dans vos poumons. Ça fait un appel, ça fait une forme de succion. Maintenant, comment nous, on va interagir avec tout ça? Parce que, ok, c'est relativement complexe, même si notre Jean-Louis nous l'a très bien synthétisé là-dessus, mais comment on va interagir avec tout ça grâce à notre loi de l'Hormèse? Parce que tout ce que vous allez prendre, vous comprenez bien, là, on se rend compte que, bon, bah, si je me mets à prendre des compléments alimentaires tel ou tel, ça va... Je vais mettre mes gros doigts dans des systèmes qui sont extrêmement complexes, dans des rouages d'horlogerie suisse. C'est extrêmement minutieux, réglé à la lettre. J'ai pas envie de perturber tout ça. Donc comment je fais pour juste améliorer ma machinerie? Ben, pour améliorer la machinerie, on comprend bien que
puisque c'est une question de concentration en ions, d'apport nutritif par le sang, eh ben, on va jouer là-dessus. Toutes les pratiques de la loi de l'Hormèse que je vous enseigne dans le programme H4H, dans les formations en ligne pour vous, c'est l'exposition au chaud, l'exposition au froid, l'exercice physique. C'est jouer à la fois sur la quantité de sang qu'on fait advenir au niveau des tissus, notamment par l'exposition au chaud et au froid, puisque quand on fait une exposition au froid, on fait une vasoconstriction des canaux, des capillaires sanguins. Quand on fait une exposition au chaud ou de l'exercice physique, on fait une vasodilatation, donc il y a plus de sang qui arrive, plus de nutriments qui sont acheminés. C'est ce qu'on appelle la perfusion musculaire, par exemple, pour la récupération sportive, ce que j'enseigne dans les exercices physiques, dans la formation sur les exercices physiques. Donc on fait venir localement plus de sang, donc plus de nutriments ici, donc plus d'échanges. Les interactions entre les atomes, comme on a vu dans les bases de la biochimie, dépendent de la taille des molécules. Plus elles sont petites, plus il y a des interactions, du mouvement cinétique des atomes, afin que les couches de valence, vraiment que les atomes se rencontrent et se percutent. En fait, c'est comme un jeu de billard, d'accord? Vous voyez vraiment ça, les interactions dans le vivant, comme du billard. Sur une table de billard, vous voulez, si le but du jeu, c'est qu'il y ait plus de boules qui se rencontrent et qui tapent et qui fassent des interactions, qui fassent des réactions, eh ben, on veut le maximum de boules et on veut le maximum de mouvement. On est bien d'accord? Pour augmenter le mouvement, on augmente la température. Ça augmente le mouvement des atomes, ça augmente les entrechocages. Pour augmenter la température, exercice physique, mouvement du corps, sauna, bain hyperthermique Salmanov, par exemple, mais aussi le froid, qui va retirer le sang et rajouter le sang. Donc il va y avoir un effet de va-et-vient qui va aider justement à ce mouvement-là. Les techniques de respiration, pour ceux qui pratiquent la méthode Wim Hof, pour celles et ceux qui suivent mon programme de respiration, vous savez à quel point ces méthodes sont puissantes, et comme on sent les picotements dans les mains, comme on sent bouger la vascularisation, c'est exactement ça qu'on recherche. Qu'est-ce qu'on a encore? Le jeûne. Ben oui, le jeûne, parce que en période de jeûne, en période de stress par rapport à la raréfaction de nourriture, le sang va faire un travail énorme de se concentrer vers le centre du corps, puis réalimentation, on rebouche tout ça, on laisse le temps à cette zone du liquide interstitiel, à ces humeurs pendant la période de jeûne, de se détoxiquer, de sortir les toxines, de se régénérer. Toutes les voies d'entrée de la loi de l'Hormèse, que ce soit les exercices physiques, les techniques de respiration, le jeûne intermittent et le chaud et le froid, sont bénéfiques à ces transports passifs. Et on va voir dans la prochaine vidéo qu'elles sont évidemment aussi bénéfiques pour les transports actifs qui nécessitent de l'énergie. On vous laisse là-dessus. Voilà pour le transport passif. Rendez-vous dans l'épisode 4 de la cellule pour le transport actif. On vous dit à bientôt avec notre Jean-Louis qui sera peinturluré et habillé costume de soirée pour l'épisode 4. Et en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.